Le silence pesant du cabinet de maître Fournier était aussi épais que les tapis persans qui étouffaient le bruit des pas sur le parquet ancien. Assise en bout de table, Cécile de Valois régnait, impériale dans son tailleur de deuil griffé, son visage une toile de fausse affliction et de véritable triomphe. À ses côtés, ses fils, Richard et Luc, affichaient une impatience à peine voilée, leurs regards avides balayant les reliures en cuir des livres qui tapissaient les murs, comme pour estimer la valeur de chaque mot qui allait être prononcé. En retrait, près de la porte massive en acajou, se tenait Clara, la nounou. Pendant 40 ans, elle avait été le cœur silencieux de cette maison, mais aujourd'hui, elle n'était qu'une ombre, une domestique attendant la permission de se retirer. Personne ne la regardait, sauf une jeune femme assise en face de Cécile, Sophie, la petite fille. Son visage était une énigme, ses yeux fixés sur l'avocat qui ajustait ses lunettes, s'apprêtant à ouvrir le testament de M. Robert de Valois. Ils croyaient tous que cette journée marquerait le partage d'une fortune. Ils ignoraient qu'elle signerait le règlement d'une dette bien plus ancienne et bien plus profonde. Cécile savourait ce moment avec une satisfaction glaciale. La mort de son mari, Robert, avait été une formalité triste mais nécessaire pour qu'elle puisse enfin exercer un contrôle total sur le patrimoine familial. Elle avait toujours méprisé la tendresse que son époux portait à Clara, cette parente éloignée et sans le sou qu'ils avaient recueilli par charité. Pour Cécile, Clara n'était rien de plus qu'un meuble sentimental, une relique d'une époque de dépendance qu'elle était bien décidée à effacer. Son regard se posa un instant sur la silhouette effacée près de la porte et un sourire dédaigneux effleura ses lèvres. Le testament, elle le savait, ne ferait aucune mention de cette femme. Robert avait peut-être eu ses faiblesses, mais il n'aurait jamais osé diluer l'héritage de ses fils pour une servante. Le diamant à son doigt capta la lumière tamisée du bureau, un éclat froid et dur comme son ambition. Il allait enfin pouvoir se débarrasser de Clara, la mettre dehors avec une petite enveloppe symbolique, un geste de grande dame pour clore 40 ans d'un service qu'elle n'avait jamais considéré comme un travail, mais comme un privilège accordé à une indigente. Clara, elle, restait immobile, son corps habitué à l'invisibilité. Elle sentait le poids des regards avides de la famille, l'arrogance de Cécile, l'indifférence des fils qu'elle avait élevés. Chaque tic-tac de l'horloge ancienne semblait marteler la fin de sa vie telle qu'elle la connaissait. Une vague de tristesse menaçait de la submerger, non pas pour l'argent, mais pour l'effacement brutal de 40 ans de dévouement. Elle avait soigné leur fièvre, écouté leurs secrets d'enfants, célébré leurs succès et pensé leurs échecs, le tout sans jamais un salaire, sans jamais une reconnaissance formelle. Elle n'était qu'un fantôme dans leur histoire, un fantôme qu'on s'apprêtait à exorciser. C'est alors que son regard croisa celui de Sophie. La jeune fille, qu'elle aimait comme sa propre enfant, lui adressa un signe de tête presque imperceptible. Dans ses yeux, il n'y avait pas de pitié, mais une flamme de détermination, une promesse silencieuse qui tenait en un seul regard. Ce n'était pas un adieu, c'était un signal. Le combat n'avait pas encore commencé, et soudain, Clara sentit une force inattendue l'ancrer au sol. Elle n'était pas seule dans cette pièce hostile. Tu n'es qu'une personne que nous avons recueillie par pitié. N'attends rien. Tu ne mérites rien. L'humiliation fut totale, publique, dévastatrice. Chaque mot était conçu pour la réduire à néant, pour la dépouiller de sa dignité et de son histoire. Sophie serra si fort son couteau que ses doigts en devinrent blancs, mais son visage restait impassible, une décision stratégique qu'à ce moment, seule elle comprenait. Plus tard cette nuit-là, dans la petite chambre sous les toits qui lui servait de refuge depuis 4 décennies, Clara ne pleura pas. Les larmes lui semblaient une ressource trop précieuse pour être gaspillée sur une famille qui ne les méritait pas. L'humiliation de Cécile n'était pas une blessure vive et saignante, c'était l'application d'un poison lent, celui de l'invisibilité, qu'on lui administrait depuis si longtemps. Se faire traiter de fardeau, de simple objet de charité, après avoir sacrifié sa propre jeunesse, ses propres rêves, pour élever les enfants d'une autre, était la confirmation d'une vie entière d'effacement. Elle regarda par la lucarne les lumières de Paris, cette ville où elle était arrivée jeune et pleine d'espoir, et sentit un vide immense s'ouvrir en elle. Elle avait tout donné, son temps, son affection, sa loyauté inconditionnelle. En retour, on lui signifiait qu'elle n'avait aucune valeur, qu'elle n'était qu'une note de bas de page dans la grande histoire des de Valois, une note que Cécile s'apprêtait à rayer d'un trait de plume. Pour la première fois de sa vie, Clara se sentit non seulement seule, mais totalement dépossédée de son propre passé. La porte de sa chambre s'ouvrit doucement, sans qu'on ait frappé. C'était Sophie. La jeune fille entra et referma derrière elle, s'asseyant sur le bord du lit modeste. Elle ne prononça pas de paroles de réconfort vides de sens. Au lieu de cela, elle prit les mains usées de Clara dans les siennes et la regarda droit dans les yeux. « Tu te souviens de ce que grand-père me disait toujours ?» demanda-t-elle d'une voix basse mais ferme. Il disait que la loyauté est la seule monnaie qui ne perd jamais sa valeur. Et il disait que dans cette maison, tu étais la personne la plus riche. Clara secoua la tête, un sourire triste aux lèvres, mais Sophie resserra son étreinte. Il savait comment était grand-mère. Il savait comment étaient mon père et mon oncle. Il n'était pas naïf.
Il a pris des dispositions, Clara. Il y a des années. Il m'a fait une promesse. Et il m'a demandé de lui en faire une en retour. Que justice te soit rendue. Le moment est venu de tenir cette promesse. Dans les mains de Sophie se trouvait une vieille enveloppe en papier craft, scellée à la cire. Ce n'était pas une simple lettre. C'était une arme. Une arme que le patriarche avait laissée derrière lui pour la seule personne qu'il estimait vraiment. Tandis que Cécile organisait des réceptions fastueuses et que Robert parcourait le monde pour bâtir sa fortune, c'était Clara qui veillait au chevet des enfants fiévreux, qui racontait des histoires pour chasser les monstres sous le lit et qui applaudissait leurs premiers pas, leurs premiers mots, leurs premiers succès scolaires. Elle était le témoin silencieux de leur enfance, la gardienne de leurs secrets, la source inépuisable d'un amour inconditionnel qui ne figurait sur aucune fiche de paie. Son travail n'était pas considéré comme tel, c'était une aide, un soutien, une extension naturelle de sa présence redevable. Chaque gâteau d'anniversaire qu'elle cuisinait, chaque genou qu'elle pansait, chaque larme qu'elle séchait, était une brique supplémentaire dans l'édifice d'une dette morale que la famille de Valois choisissait délibérément d'ignorer, la considérant comme un dû plutôt que comme un don précieux. Pendant que l'empire financier de Robert de Valois s'étendait, consolidant le nom de la famille dans les cercles les plus fermés de Paris, Clara, dans l'ombre, construisait un autre type d'empire, celui de la stabilité et de la chaleur domestique. Elle était l'huile dans les rouages d'une mécanique familiale complexe, celle qui anticipait les besoins, apaisait les tensions naissantes et maintenait une façade d'harmonie. Son efficacité silencieuse permettait à Cécile de jouer son rôle de grande dame sans jamais être importunée par les trivialités du quotidien. Mais cette invisibilité, d'abord une conséquence de sa discrétion, devint bientôt une stratégie active de la part de Cécile. La maîtresse de maison commença à s'attribuer les mérites de la bonne éducation de ses fils, de la tenue impeccable de la maison, effaçant méthodiquement le rôle de Clara de chaque récit familial. Aux yeux du monde, Cécile était la matriarche parfaite. En privé, elle rappelait à Clara, par des pics subtils et des omissions calculées, qu'elle n'était qu'une pièce rapportée, une silhouette tolérée dont la présence dépendait entièrement de son bon vouloir et de sa capacité à rester dans l'ombre. L'arrogance de Cécile grandit en proportion directe de sa fortune. La gratitude initiale, si tant est qu'elle ait jamais existé, se mua à un mépris à peine voilé, puis en une cruauté désinvolte. Les humiliations devinrent une routine, des piqûres d'épingles quotidiennes destinées à maintenir Clara à sa place. C'était une remarque sur ses mains abîmées par le travail, un soupir exaspéré face à une question jugée stupide, ou l'ordre de servir les invités comme une simple domestique lors de dîners où, des années par avant, elle aurait pu s'asseoir discrètement à un bout de la table. Richard, l'aîné, devint le miroir parfait de sa mère, adoptant son ton cassant et son sentiment de supériorité. Il la traitait avec une condescendance moqueuse, la considérant comme un meuble familier mais sans valeur. Luc, le plus jeune, était plus faible. Il portait en lui une culpabilité silencieuse, détournant le regard lorsque sa mère ou son frère devenaient trop cruels, mais sa lâcheté le rendait complice. Le poison de l'ingratitude s'était infiltré dans les fondations de la maison et Clara en était la première victime, supportant le poids de leur dédain avec une dignité qui les exaspérait encore plus. L'arrivée de Sophie, la fille de Richard, fut une éclaircie dans le ciel gris de l'existence de Clara. Comme ses propres parents l'avaient été, Richard et son épouse se révélèrent des figures parentales distantes, plus préoccupées par leur carrière et leur vie sociale que par les besoins de leur enfant. Ce fut donc Clara qui accueillit le nouveau-né dans ses bras, qui la berça, la nourrit et l'éleva. Entre la vieille nounou et la petite fille se tissa un lien d'une profondeur et d'une pureté exceptionnelle, un amour qui transcendait les liens vissants. Sophie devint le centre de l'univers de Clara, la raison de son endurance, la lumière qui donnait un sens à ses sacrifices. Robert, désormais un grand-père vieillissant et plus présent, observait cette relation avec une tendresse infinie mêlée d'une inquiétude grandissante. Il voyait clairement le dédain de sa femme et de son fils pour Clara, et comprenait que la loyauté de cette femme exceptionnelle la rendait terriblement vulnérable. C'est en regardant Sophie s'endormir dans les bras de sa nounou qu'il prit une décision secrète, une résolution pour protéger l'avenir de la seule personne qui avait véritablement incarné l'esprit de famille qu'il avait toujours souhaité. Un après-midi d'automne, alors que la lumière dorée filtrait à travers les hautes fenêtres de la bibliothèque, Robert de Valois assista à une scène qui scella sa détermination. La jeune Sophie, qui apprenait à lire, peinait sur un pot. Clara, assise à ses côtés sur un tabouret bas, lui expliquait avec une patience infinie, son visage ridé illuminé d'un sourire encourageant. Il n'y avait dans cette scène aucune notion de service ou de devoir, seulement de l'amour pur. Plus tard, Robert appela sa petite fille dans son bureau. Il la fit asseoir sur ses genoux et lui dit d'une voix grave : « Sophie, ma chérie, regarde bien autour de toi. Les tableaux, les meubles, tout cela a un prix. Mais la loyauté, la vraie loyauté comme celle de Clara, n'en a pas. C'est la chose la plus précieuse que nous possédions. » Il marqua une pause, la regardant droit dans les yeux. « Promets-moi une chose. » Promets-moi que si un jour on oublie sa valeur,
tu seras là pour la leur rappeler. Promets-moi que tu veilleras toujours sur elle. » La petite fille, sans comprendre toute la portée de ces mots, sentit leur solennité et hocha la tête avec sérieux. C'était plus qu'une simple promesse d'enfant. C'était un serment qui allait façonner son avenir et celui de Clara. « Promets-moi que si un jour on oublie sa valeur, tu seras là pour la leur rappeler. Promets-moi que tu veilleras toujours sur elle. » La petite fille, sans comprendre toute la portée de ces mots, sentit leur solennité et hocha la tête avec sérieux. C'était plus qu'une simple promesse d'enfant. C'était un serment qui allait façonner son avenir et celui de Clara. À mesure que la santé de Robert déclinait, l'emprise de Cécile sur la maison se resserrait comme un étau. Elle devint la gardienne de sa chambre, filtrant les visites, gérant ses communications et prenant le contrôle total de ses affaires sous prétexte de le protéger. En réalité, elle l'isolait, coupant les ponts avec quiconque pourrait contester son autorité future. Clara fut l'une des premières à subir cet ostracisme. Ses visites à Robert furent espacées, puis limitées à quelques minutes sous la surveillance glaciale de Cécile. La matriarche voyait l'affection profonde que son mari portait à Clara, non comme une preuve de la bonté de cette dernière, mais comme une faiblesse sénile qui menaçait la répartition de l'héritage qu'elle planifiait méticuleusement. Elle commença à dénigrer ouvertement Clara devant le personnel et les rares visiteurs autorisés, la qualifiant de charge sentimentale ou de relique d'un passé charitable. Chaque mot était une pierre jetée pour paver la voie à l'expulsion de Clara, une fois que Robert ne serait plus là pour la protéger. L'injustice n'était plus subtile, elle était devenue une stratégie délibérée et cruelle. La campagne de déshumanisation s'intensifia dans les derniers mois de la vie de Robert. Cécile ne se cachait même plus de ses intentions. Au cours de conversations téléphoniques menées à voix haute, elle discutait de l'avenir de la maison comme si Clara n'existait déjà plus. « Il faudra bien sûr réorganiser le personnel », disait-elle à ses amis. « Et puis, il y a le cas de Clara. Nous lui trouverons une petite place dans une maison de retraite convenable. C'est le moins que nous puissions faire pour cette pauvre femme après toutes ces années. » Chaque mention de « maison de retraite » était prononcée avec une fausse compassion qui masquait mal son désir de se débarrasser d'un témoin gênant de sa propre négligence maternelle. Richard applaudissait à cette idée, y voyant une économie substantielle et la fin d'une présence qu'il jugeait embarrassante. Il parlait de Clara comme d'un vieux chien fidèle dont il faudrait bientôt se séparer. Pour eux, son expulsion n'était pas une question de si, mais de quand, une simple formalité administrative à régler une fois le deuil, tout ainsi formel, terminé. Peu de temps avant la fin, Cécile, dans un élan de zèle réorganisateur, ordonna un grand tri dans le bureau de son mari. « Débarrassez-moi de toutes ces vieilles vies, de ces papiers inutiles qui prennent la poussière », lança-t-elle à une femme de chambre. Une vieille boîte en carton, remplie de documents personnels, de lettres et de carnets, fut ainsi destinée à la déchetterie. C'est alors que Sophie, passant dans le couloir, vit la boîte posée près de la porte. Une intuition puissante, un écho de la promesse faite à son grand-père, la poussa à agir. Discrètement, elle récupéra la boîte et l'emporta dans sa chambre, la cachant au fond de son armoire. Elle ne savait pas ce qu'elle contenait, mais elle sentait qu'il s'agissait d'une partie de l'âme de son grand-père, un fragment de sa mémoire qu'elle ne pouvait laisser Cécile jeter aux oubliettes. Cet acte de préservation, presque anodin, était en réalité le premier mouvement sur l'échiquier. À l'intérieur de cette boîte, parmi les souvenirs jaunis, se trouvait le document qui allait bientôt faire trembler les murs de l'hôtel particulier des Devalois et redéfinir le sens même de l'héritage. Les derniers jours de Robert furent empreints d'une tristesse silencieuse. Confiné dans son lit, il ne parlait que très peu, mais ses yeux restaient vifs et lucides. Lors d'une des rares occasions où Sophie put le voir seul, il lui serra la main avec une force surprenante. « N'oublie pas, ta promesse, » murmura-t-il, son regard insistant. Sophie posa sa main sur la sienne et lui assura qu'elle n'oublierait jamais. À travers la porte entr'ouverte, Robert aperçut la silhouette de Clara qui attendait patiemment l'autorisation d'entrer. Une larme solitaire coula sur sa tempe. Il savait. Il savait la tempête qui se préparait et la cruauté dont sa femme était capable. Sa mort, quelques jours plus tard, fut le signal de départ. Le chagrin de Cécile fut une performance magistrale de veuve éplorée, mais ses yeux brillaient d'une lueur de triomphe et d'impatience. La voie était libre. L'ère de son règne absolu pouvait commencer, et sa première décision serait de rayer 40 ans de la vie de Clara d'un simple trait de plume. Elle organisa le dîner funéraire, non pas pour honorer la mémoire de son mari, mais pour asseoir son nouveau pouvoir et prononcer publiquement la sentence d'exil de la nounou. Le dîner funéraire n'avait été que le prélude. Dans les jours qui suivirent, Cécile de Valois, libérée de la présence modératrice de son mari, entreprit avec une efficacité redoutable de démanteler la place de Clara dans la maison, brique par brique. Sa première offensive fut subtile, mais profondément symbolique. Elle engagea des décorateurs d'intérieur qui parcoururent l'hôtel particulier avec des carnets et des mètres rubans, parlant à voix haute de moderniser l'espace et de se débarrasser du superflu. Le superflu, bien sûr, désignait tout ce qui portait l'empreinte de Clara. Le petit fauteuil usé dans un coin du salon où elle lisait des histoires à Sophie fut relégué à la cave. Les quelques photographies modestes qu'elle avait posées au fil des ans sur une console dans le couloir disparurent sans un mot. Chaque jour, un morceau de son histoire était effacé, la transformant en une étrangère dans le seul foyer qu'elle ait jamais connu. Cécile supervisait cette purge avec un sourire satisfait, affirmant son pouvoir en anéantissant le passé de l'autre, la réduisant à une simple employée en attente de son congé définitif.
L'étape suivante fut une attaque directe contre sa personne. Un matin, alors que Clara préparait le petit déjeuner dans la grande cuisine aux cuivres étincelants, Cécile entra, vêtue d'un peignoir en soie, son visage une étude de dégoût calculée. Elle s'arrêta devant Clara et la toisa de la tête aux pieds, son regard s'attardant sur le simple tablier et la robe modeste de la nounou. « Clara, ma chère, » commença-t-elle d'une voix faussement douce qui glaçait le sang, « il va falloir faire un effort sur votre apparence. Nous allons recevoir beaucoup de monde dans les semaines à venir, et cette simplicité rustique n'est plus de mise. Vous faites tache dans le décor. » Elle prononça ces mots devant la jeune femme de chambre et le cuisinier, qui baissèrent immédiatement les yeux, gênés. L'humiliation était chirurgicale. Ce n'était pas une simple critique vestimentaire, c'était une déclaration de classe, une manière de lui signifier qu'elle n'appartenait pas à leur monde, qu'elle était une anomalie visuelle, une paysanne perdue dans un palais, dont la seule présence était une offense esthétique à la nouvelle maîtresse des lieux. Richard, en parfait héritier de la cruauté maternelle, ne tarda pas à emboîter le pas. Il commença à traiter Clara avec une condescendance qu'il ne prenait même plus la peine de dissimuler. Il l'appelait « la vieille » en parlant d'elle à son frère, souvent assez fort pour qu'elle puisse l'entendre depuis la pièce voisine, et lui donnait des ordres secs pour des tâches triviales, comme lui apporter ses chaussures ou lui servir un verre d'eau, des services qu'elle n'avait jamais eu à rendre auparavant, son rôle s'était toujours limité aux enfants. Un soir, il la héla depuis le grand salon. « Eh, vous, un café !» Quand elle le lui apporta sur un plateau d'argent, il ne la regarda même pas, continuant sa conversation téléphonique. Il la laissa attendre, le plateau à la main, pendant plusieurs minutes avant de le prendre sans un mot de remerciement, comme on prendrait un objet sur une étagère. Luc, présent dans la pièce, sentit le malaise, mais se contenta de fixer le feu dans la cheminée, sa lâcheté le rendant complice de cette déshumanisation progressive qui visait à briser l'esprit de la femme qu'il avait élevée. La plus cruelle des attaques vint cependant de Cécile, et elle visa le cœur. En fouillant dans un tiroir du bureau de son défunt mari, elle tomba sur une petite boîte en velours usé. À l'intérieur se trouvait un modeste médaillon en argent que Robert avait offert à Clara pour son 20e anniversaire de service, contenant une minuscule photo de lui et des deux garçons enfants. Cécile apporta la boîte dans le salon où Clara dépoussiérait les bibelots. Elle ouvrit le médaillon et le regarda avec un ricanement. « C'est touchant, cette sentimentalité de pacotille, » dit-elle en le faisant balancer au bout de ses doigts manicurés. Robert avait parfois des faiblesses pour les choses sans valeur. « Regardez cette bague, » ajouta-t-elle en brandissant l'énorme diamant à son doigt. « Ça, c'est un gage d'affection véritable, pas ce souvenir de servante. » Elle laissa tomber le médaillon sur une table avec un bruit sec et méprisant. Pour Clara, ce geste était plus violent qu'une gifle. Cécile n'avait pas seulement insulté l'objet, elle avait profané la mémoire de Robert et piétiné 40 ans de souvenirs et d'affection sincère. L'invisibilité de Clara devant la norme. Lors des réunions familiales pour discuter de la succession ou de la vente de certaines propriétés, elle continuait à servir le thé et les cafés, se déplaçant en silence autour de la grande table. Il parlait d'elle comme si elle était sourde et transparente. « Il faudra calculer une petite prime de départ pour Clara, quelque chose de symbolique », lança Richard un après-midi, « et s'occuper des formalités pour la maison de retraite que maman a trouvée. » Cécile opina, ajoutant « Oui, un endroit propre, avec des gens de son milieu, elle s'y sentira plus à l'aise. » Clara, debout à quelques mètres d'eux, sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il planifiait son exil, sa mise au rebut, avec le même détachement qu'ils auraient utilisé pour discuter de la mise au rebut d'un vieux canapé. Elle n'était plus une personne, mais un point à l'ordre du jour, un problème logistique à régler. La honte et la douleur étaient si intenses qu'elle dut se retenir au dossier d'une chaise pour ne pas flancher, son souffle coupé par la violence de leur indifférence. L'assaut final contre son espace vital ne se fit pas attendre. Une semaine avant la lecture du testament, Cécile monta jusqu'à la petite chambre sous les toits, un lieu qui avait été le refuge de Clara pendant 40 décennies. Elle resta sur le seuil, n'entrant même pas, son regard balayant avec dédain le mobilier simple et les quelques effets personnels. « Clara, cette pièce a un potentiel formidable pour devenir une chambre d'amis, » déclara-t-elle d'un ton sans appel. « Je vais vous faire installer dans la petite chambre de service au sous-sol, près de la buanderie. C'est temporaire, bien sûr, en attendant que nous trouvions une solution plus permanente pour vous. Commencez à faire vos cartons. » Le mot « temporaire » sonnait comme une condamnation à mort. Le sous-sol était une pièce sombre, humide et sans fenêtre. C'était la dernière étape de l'humiliation. La chasser de la lumière, l'enterrer symboliquement dans les entrailles de la maison avant de l'en expulser définitivement. C'était la priver de son dernier bastion de dignité, de son unique lieu d'intimité. Cette nuit-là, assise sur son lit au milieu des boîtes en carton, Clara atteignit le fond de l'abîme. Le poids de 40 années d'ingratitude s'abattit sur elle avec une force dévastatrice. Chaque mot cruel, chaque regard méprisant, chaque omission calculée des dernières semaines tourbillonnait dans son esprit. Elle se sentait vide, usée, comme un objet dont on a extrait toute la valeur et que l'on s'apprête à jeter. Elle se leva et se regarda dans le petit miroir piqué sur la porte de l'armoire. Elle vit le visage d'une femme de 60 ans, les traits tirés par la fatigue et le chagrin, les mains abîmées par une vie de travail invisible. Où était passée la jeune fille pleine d'espoir qui avait franchi le seuil de cette maison? Elle avait été dévorée, digérée par cette famille qui lui avait tout pris sans jamais rien donner en retour. Une vague de désespoir pur la submergea. L'envie de disparaître, de s'effacer complètement pour que la douleur cesse enfin. Elle n'était rien, se dit-elle, juste une meute de bas de page que Cécile allait bientôt gommer pour de bon. Alors qu'elle était au plus bas,
un son l'attira de sa torpeur. C'était la voix de Cécile, résonnant depuis le couloir en bas. Elle parlait au téléphone avec une amie et son rire aigu et perçant monta jusqu'à la chambre de Clara. « Oh, la nounou, ne t'en fais pas pour elle. D'ici un mois, on ne se souviendra même plus de son nom. Son passage ici n'aura été qu'un courant d'air. C'est comme si elle n'avait jamais existé. » Cette phrase, prononcée avec une telle désinvolture cruelle, fut l'électrochoc. Comme si elle n'avait jamais existé. Ce n'était plus une humiliation, c'était une tentative d'annihilation. Et à cet instant précis, quelque chose se brisa en Clara. Mais ce ne fut pas son esprit. Ce fut la coquille de patience et de résignation qu'elle avait construite autour d'elle pendant 40 ans. La douleur ne disparut pas, mais elle se cristallisa en une chose nouvelle, dure et froide comme le diamant. Une résolution implacable. Ils voulaient l'effacer, elle allait leur prouver qu'elle existait, et que son existence avait un prix. Le lendemain matin, Clara descendit de sa chambre pour la dernière fois. Son visage était calme, sa posture droite, mais ses yeux brillaient d'une lueur nouvelle, une intensité que personne dans cette maison n'avait jamais vue. Elle continua à accomplir ses tâches avec sa diligence habituelle, mais chaque geste était désormais empreint d'une signification différente. Elle n'était plus une victime subissant son sort, elle était une observatrice, une stratège en terrain ennemi. Elle notait la suffisance de Cécile, l'arrogance de Richard, la culpabilité impuissante de Luc. Elle voyait les fissures dans leur armure de certitude. Plus tard dans la journée, elle croisa Sophie dans le jardin. La jeune fille la regarda avec une inquiétude pleine d'amour. Clara lui prit la main et la serra. « N'aie pas peur pour moi, ma chérie, » dit-elle d'une voix basse mais d'une fermeté inébranlable. « Ta grand-mère pense à Gorgagné. Elle a oublié la leçon la plus importante de ton grand-père. On ne bâtit rien de solide sur le mépris. Il est temps de le lui rappeler. » Pour la première fois, Clara n'attendait pas d'être sauvée. Elle était prête à se battre. Elle commençait à emballer ses affaires, non pas avec la tristesse d'une exilée, mais avec la précision d'un soldat préparant son équipement avant la bataille. Chaque objet qu'elle touchait était un souvenir, une preuve tangible de sa vie passée au service de Valois. Elle ne les voyait plus comme des reliques d'un passé douloureux, mais comme des pièces à conviction dans le procès silencieux qu'elle intentait contre eux dans son esprit. Elle plia avec soin les petits pulls qu'elle avait tricotés pour les garçons, rangea les dessins d'enfants que Sophie lui avait offerts, et mit de côté le fameux médaillon en argent. Ces objets n'étaient pas des symboles de sa servitude, mais la preuve de son amour. Un amour qu'ils avaient piétiné, et qu'ils allaient bientôt devoir payer. Pendant qu'elle remplissait les cartons sous le regard satisfait de Cécile, qui voyait là le signe de sa capitulation, Clara répétait en silence les mots de Sophie. Il a pris des dispositions. Justice te sera rendue. La soumission n'était plus qu'un masque. Derrière, la colère avait cédé la place à une patience glaciale, celle de quelqu'un qui sait que son heure est au point de venir. La porte de la mansarde s'ouvrit sans un bruit, révélant la silhouette de Sophie se découpant dans la faible lumière du couloir. Elle trouva Clara assise sur une caisse en carton, le regard perdu dans le vide, une figure de dévastation silencieuse au milieu des vestiges de sa propre vie. La jeune fille n'offrit pas de paroles de réconfort creuses, sachant qu'elle se briserait contre le mur de douleur qui entourait la vieille femme. À la place, elle s'agenouilla devant elle et posa sur ses genoux la vieille boîte en carton qu'elle avait soulevée des griffes de Cécile. « Il est temps, Clara, » murmura-t-elle, sa voix une encre dans la tempête. Grand-père savait que ce jour viendrait. Il savait qu'ils essaieraient de t'effacer. Mais il a laissé plus que des souvenirs. Il a laissé des instructions. Il m'a fait promettre de ne les suivre que si leur cruauté dépassait les limites de l'imaginable. Ce soir, ils ont franchi cette limite. Les yeux de Clara se posèrent sur la boîte, et pour la première fois depuis des jours, une lueur d'interrogation, faible mais tenace, perça le voile de son désespoir. Ce n'était pas la fin, c'était le début d'autre chose, un chemin tracé des années auparavant par un homme qui avait vu la vérité. Avec une précaution quasi religieuse, elles ouvrirent la boîte. Le parfum de papier ancien et d'encre séchée emplit la petite pièce, un arôme de mémoire et de secret bien gardé. À l'intérieur, ce n'était pas un simple fatras de vieilles factures. Il y avait les carnets personnels de Robert de Valois, reliés en cuir, ses pensées consignées d'une écriture fine et élégante. Il y avait des liasses de lettres, et surtout, au fond, une enveloppe en papier kraft, épaisse, scellée d'un cachet de cire rouge portant les armoiries de la famille. Le nom de Sophie y était inscrit de la main de son grand-père. La jeune fille prit l'enveloppe, sentant son poids, non seulement physique mais historique. C'était la pièce maîtresse, l'arme que Robert avait forgée dans le secret pour protéger la seule âme pure de sa maison. Clara retint son souffle, ses mains jointes sur ses genoux, son cœur battant à un rythme qu'elle croyait avoir oublié. Le silence était en deux, vibrant d'une attente insoutenable. 40 années de silence, de service, de dévouement invisible étaient sur le point de trouver une voix posthume mais puissante, capable de faire trembler les fondations de l'Empire de Valois. Sophie rompit le sceau avec un geste précis et en sortit un document officiel, un papier épais frappé du timbre d'un notaire parisien réputé. Elle commença à lire à voix haute, sa voix claire et ferme résonnant dans la petite chambre. Le titre seul était un coup de tonnerre, reconnaissance de dette et donation. Le texte, rédigé dans un langage juridique implacable, était une bombe à retardement.
Monsieur Robert de Valois y reconnaissait formellement n'avoir jamais versé de salaire à Clara pour ses 40 années de service. Il qualifiait ce service non pas d'aide familiale, mais de travail à plein temps, et ordonnait que sa succession lui verse une somme équivalente à 40 ans de salaire, calculée sur la base du poste de gouvernante de première catégorie, avec révalorisation annuelle et intérêts composés. La somme, en bas de la page, était astronomique, capable à elle seule d'amputer une part significative de l'héritage. La main tremblante de Clara se porta à sa bouche. Ce n'était pas de la charité, c'était un dû, une dette reconnue, une validation légale de sa vie entière. Les larmes qui coulaient maintenant sur ses joues n'étaient plus des larmes de chagrin, mais de reconnaissance. Mais ce n'était pas tout. Agrafée au document légal se trouvait une lettre personnelle, manuscrite, adressée à Sophie. La voix de la jeune fille s'adoucit, se chargeant d'émotion, tandis qu'elle lisait les mots de son grand-père. « Ma chère Sophie, si tu lis ces mots, c'est que j'ai échoué de mon vivant. J'ai échoué à protéger Clara de l'arrogance et de la cupidité de ma propre famille. Ma plus grande lâcheté fut de ne pas affronter Cécile, de croire que ma seule présence suffirait à garantir à Clara le respect qu'elle méritait. Je vois maintenant mon erreur. Ce document n'est pas un cadeau, c'est une justice tardive. C'est un rempart pour protéger la seule personne qui a incarné l'honneur et la loyauté dans cette maison. Je te confie cette tâche, mon enfant, car tu as son cœur et mon sang. Ne laisse personne effacer son histoire. Fais en sorte que sa valeur soit proclamée haut et fort, non comme une faveur, mais comme un droit inaliénable. Fais-le pour moi, mais surtout, fais-le pour elle. » En terminant la lecture, Sophie leva les yeux vers Clara. Dans le regard de la vieille femme, la résignation avait disparu, remplacée par une force nouvelle, forgée dans l'acier de la justice. L'argent, dans l'absolu, semblait secondaire. Ce qui submergea Clara fut la vague de validation, la reconnaissance explicite de sa valeur par l'homme qu'elle avait respecté plus que tout au monde. Chaque mot de Robert était un baume sur 40 ans de microagression, d'humiliation silencieuse, de dévalorisation constante. Elle n'avait pas été une ombre, elle n'avait pas été un fardeau charitable, elle avait été le pilier, et Robert l'avait su. La phrase de Cécile, « C'est comme si elle n'avait jamais existé », résonna dans son esprit. Mais cette fois, elle était dénuée de son venin. C'était le mensonge d'une femme aveugle face à la vérité d'un homme clairvoyant. Lentement, la colonne vertébrale de sa dignité, courbée par des décennies de servitude, se redressait. Elle se leva, marcha jusqu'au petit miroir et se regarda. Elle ne vit plus une vieille servante usée, mais une femme dont la vie avait eu un sens profond, un sens que même l'or des de Valois ne pouvait acheter, mais qu'il allait maintenant devoir payer. Le chagrin fit place à une détermination froide et tranquille. Elle n'était plus une victime, elle était une créancière, et l'heure de présenter la facture approchait à grands pas. Sophie laissa Clara absorber le choc, puis elle reprit la parole, son ton devenant celui d'une stratège. « Ce document est notre arme, dit-elle, mais une arme ne vaut que par la manière dont on s'en sert. Nous n'allons pas les affronter maintenant, nous n'allons rien laisser paraître. Ce n'est pas une vengeance, Clara, c'est un rééquilibrage, et pour qu'il soit parfait, il doit être public. » Le plan commença à se dessiner dans l'esprit de la jeune fille, brillant de cruauté poétique. Ils allaient laisser Cécile, Richard et Luc aller jusqu'au bout de leur arrogance. Ils les laisseraient assister à la lecture du testament officiel, savourer leur victoire illusoire, se partager les biens et même, peut-être, signifier à Clara son congé définitif. C'est seulement à ce moment-là, au sommet de leur triomphe, lorsque leur mépris serait à son paroxysme, qu'elle présenterait le document. Elle voulait voir leur visage se décomposer. Elle voulait que la chute soit aussi publique que l'humiliation avait été. Clara écouta, un lent sourire se dessinant sur ses lèvres. C'était un plan digne de Robert de Valois lui-même, élégant, implacable et juste. Le lendemain, Sophie passa à l'action. Sa première démarche fut d'une intelligence redoutable. Elle ne contacta pas un avocat extérieur, ce qui aurait pu éveiller les soupçons. Elle appela directement le cabinet de Maître Fournier, le notaire historique de la famille, l'homme qui allait présider à la lecture du testament. D'une voix calme et posée, elle l'informa simplement. « Maître Fournier, je vous appelle au sujet de la succession de mon grand-père. Je vous informe que je suis en possession d'un document notarié, signé de sa main, qui a une incidence directe sur la liquidation de ses biens. Je vous demande de bien vouloir prévoir sa lecture à la suite du testament principal, lors de notre réunion. » À l'autre bout du fil, il y eut un silence intrigué. L'avocat, habitué aux querelles d'héritage, sentit que quelque chose d'inhabituel se préparait. Il ne posa pas de questions sur la nature du document, lié par le secret professionnel, mais sa curiosité fut piquée au vif. Il accepta, notant la requête avec un professionnalisme qui masquait mal son intérêt. Le premier pion était avancé sur l'échiquier. La machine judiciaire, si souvent au service des puissants, venait d'être discrètement mise au service de la justice. Dans les jours qui précédèrent la convocation chez le notaire, une nouvelle dynamique s'installa dans l'hôtel particulier. Cécile, rayonnant d'arrogance et certaine de son triomphe imminent, supervisait déjà des plans de rénovation, parlait de transformer la chambre de Clara en un fumoir pour ses fils. Richard se pavanait, discutant de l'achat d'une nouvelle voiture de sport. Ils étaient si absorbés par leur cupidité qu'ils ne remarquaient pas le changement subtil dans l'attitude de Clara. Elle continuait ses tâches avec une efficacité silencieuse, mais il n'y avait plus de tristesse dans ses yeux, seulement une patience insondable. Elle et Sophie échangeaient des regards complices, de brefs sourires que personne ne pouvait interpréter.
Elles observaient le manège de la famille de Valois non plus que des victimes, mais comme des spectateurs au premier rang d'une tragédie grecque dont elles connaissaient déjà le dénouement. Le pouvoir avait secrètement changé de camp. Il ne résidait plus dans les coffres-forts de la banque, mais dans une simple enveloppe en papier craft. Le piège était tendu, abatté avec l'arrogance de ses proies. Il ne restait plus qu'à attendre que les loups, aveuglés par leur propre suffisance, y entrent d'eux-mêmes. Pendant que Cécile de Valois, drapée dans sa nouvelle autorité de veuve et de matriarche incontestée, commençait à démanteler l'héritage de son mari avec une avidité à peine voilée, Sophie agissait dans l'ombre avec une précision chirurgicale. Cécile passait ses journées au téléphone avec des agents immobiliers, discutant de la mise en vente d'un vignoble en Bourgogne et d'un appartement sur la Côte d'Azur, des biens qu'elle considérait désormais comme siens. Elle planifiait déjà la réorganisation du personnel, un euphémisme pour le licenciement de tous ceux qu'elle jugeait trop fidèles à la mémoire de son mari, Clara étant en tête de liste. Simultanément, Sophie se rendait dans le discret cabinet d'un expert juridique, un ancien professeur de droit de la Sorbonne, pour faire valider le document de son grand-père. L'homme, après un examen minutieux, fut catégorique. La reconnaissance de dette notariée était une forteresse juridique, un acte exécutoire qui primait sur presque toutes les dispositions testamentaires. C'était une arme absolue. Forte de cette certitude, Sophie sentit un calme glacial l'envahir. La guerre ne serait pas gagnée par des cris et des larmes, mais par l'application implacable de la loi que sa grand-mère pensait posséder. Richard, en parfait reflet de l'arrogance maternelle, se comportait déjà comme un héritier comblé. Il passa une après-midi entière chez un concessionnaire de voitures de luxe, configurant une Bentley sur mesure, laissant un acompte substantiel en promettant que le solde serait réglé dès que les formalités de succession seraient terminées. Son mépris pour Clara atteignit de nouveaux sommets. Il la traitait non plus comme une employée, mais comme un objet, claquant des doigts pour un verre d'eau, jetant son manteau sur une chaise en attendant qu'elle le ramasse. Pendant ce temps, Maître Fournier, l'avocat de la famille, était intrigué. La requête de Sophie avait semé une graine de doute dans un esprit méthodique. En effectuant une vérification de routine, il découvrit une trace d'une consultation privée entre Robert de Valois et un confrère spécialisé en droit patrimonial, datant de plusieurs années. Poussé par une intuition professionnelle, il appela Richard sous un prétexte administratif et demanda nonchalamment si son père avait mentionné des arrangements privés ou des dettes d'honneur. Richard éclata d'un rire condescendant. « Mon père était un homme d'affaires, maître. Ses seules dettes étaient envers la banque et elles sont toutes payées. Ne vous inquiétez pas, tout est parfaitement en ordre. » Le signal d'alarme clair et net fut superbement ignoré. Le changement le plus profond s'opéra en Clara elle-même. La femme courbée par le chagrin et l'humiliation avait disparu, remplacée par une présence d'une quiétude inébranlable. Elle continuait ses tâches, mais ses mouvements avaient une nouvelle économie, une nouvelle dignité. Ses yeux, autrefois fuyants, observaient désormais tout avec une clarté perçante. Cécile, aveuglée par son triomphe, ne vit dans ce calme que la résignation d'une vaincue. Luc, cependant, n'était pas si dupe. Le plus jeune fils, rangé par une culpabilité silencieuse, remarqua que Clara ne baissait plus le regard. Il vit dans ses yeux non pas de la peur, mais une sorte de pitié distante, comme si elle le regardait de très loin. Un soir, la trouvant seule dans la grande cuisine, il s'approcha d'elle, mal à l'aise. « Clara, je suis désolé pour tout ça, balbutia-t-il. Maman et Richard, ils ne devraient pas. » Clara se tourna vers lui, et son expression n'était ni chaleureuse ni froide, simplement neutre. « La lâcheté est un choix, Luc, dit-elle d'une voix égale, et chaque choix a ses conséquences. » Ces mots, dénués de toute supplication, le frappaient comme une sentence. Il comprit à cet instant qu'il n'était pas seulement le témoin d'une injustice, mais un complice sur le point d'en payer le prix. Sophie, de son côté, avançait ses pions avec une efficacité redoutable. Elle ne se contentait pas de posséder l'arme, elle préparait méticuleusement le champ de bataille et l'après-guerre. Sa première étape fut de créer une société de gestion de patrimoine au nom de Clara, une structure conçue pour recevoir la somme colossale et la protéger de toute contestation future. Elle rencontra des conseillers financiers, non pas pour spéculer, mais pour élaborer un plan d'investissement prudent et durable, garantissant à Clara une sécurité totale pour le reste de ses jours. En secret, elle commença à visiter des propriétés, non pas des appartements parisiens ostentatoires, mais de charmantes maisons de campagne avec de grands jardins, en Normandie et en Provence, des régions dont Clara avait souvent parlé avec nostalgie. Elle compilait des brochures, créant un catalogue de futurs possibles, un monde de paix et de fleurs, loin de l'opulence toxique de l'hôtel particulier des de Valois. Chaque action était une brique dans la construction de la nouvelle vie de Clara, une vie où elle serait enfin la maîtresse de sa propre maison, de son propre temps et de sa propre histoire. Cécile, quant à elle, continuait de s'enivrer de sa propre importance, ignorant les rares avertissements qui parvenaient à percer sa bulle de suffisance. Lors d'un déjeuner avec ses amis, elle se lança dans une description grandiose de la manière dont elle allait enfin moderniser la maison, un projet qui commençait, bien sûr, par le départ de la vieille nounou. Une de ses amies, une femme issue d'une vieille famille habituée aux guerres de succession, lui glissa une mise en garde. « Fais attention, Cécile, Robert est un homme complexe, et tu es absolument certaine qu'il n'y a pas de codicille, pas de lettres cachées. Ces vieilles fidélités peuvent parfois coûter cher. » Cécile la gratifia d'un rire cristallin et méprisant. « Ma chère, les dernières années de sa vie, Robert ne signait même plus un chèque sans mon approbation. Il était sentimental, certes, mais faible. J'ai tout verrouillé. La seule chose que cette femme recevra de nous est une petite enveloppe pour la remercier de sa présence. C'est de la charité, pas une dette. » L'arrogance n'était plus seulement un trait de caractère, c'était une cécité volontaire, un bouclier contre une réalité qu'elle refusait d'envisager, la rendant d'autant plus vulnérable à la chute à venir. Pendant que Sophie s'occupait des aspects légaux et financiers, elle confia à Clara une mission d'une importance capitale. Écrit. Elle lui offrit de beaux carnets reliés et un stylo plume, l'encourageant à consigner chaque souvenir, chaque détail de ses 40 années passées au service de la famille. Au début, hésitante, Clara se laissa prendre au jeu. Assise chaque soir dans sa chambre exiguë du sous-sol, elle se mit à remplir les pages d'une écriture appliquée. Elle ne décrivait pas seulement les faits, mais les émotions, les non-dits, les promesses murmurées par Robert.
Elle se souvint des nuits passées au chevet de Richard malade, de la fierté dans les yeux de Robert quand elle avait appris à lire à Luc, des confidences de Cécile elle-même dans de rares moments de vulnérabilité. Ces carnets n'étaient pas destinés à un tribunal, mais ils constituaient une archive morale, la preuve irréfutable de la vie qu'on essayait d'effacer. Cet acte d'écriture fut une libération. En devenant la chroniqueuse de sa propre histoire, Clara cessa d'être un objet de la narration des autres pour devenir le sujet souverain de la sienne. La dignité qu'on lui avait refusée, elle la reconstruisait, mot après mot. Les derniers jours avant la lecture du testament furent empreints d'une atmosphère surréaliste. La maison semblait scindée en deux réalités parallèles qui coexistaient sans jamais se toucher. D'un côté, Cécile, Richard et Luc vivaient dans une anticipation fiévreuse, finalisant leurs plans, se disputant déjà sur le partage de certains tableaux de maître. Cécile planifiait un grand dîner pour le soir même de la lecture, une célébration de sa victoire qu'elle voulait éclatante et publique. De l'autre côté, Sophie et Clara se déplaçaient dans un silence complice, échangeant des regards lourds de sens que personne ne pouvait déchiffrer. Sophie eut un dernier entretien téléphonique avec Maître Fournier, confirmant la stratégie. Le testament serait lu en premier, dans son intégralité, laissant la famille savourer son triomphe illusoire. Ce n'est qu'une fois leur cupidité pleinement exposée, au moment où ils se croiraient définitivement maîtres du jeu, que le notaire annoncerait l'existence d'un dernier document relatif à la liquidation de la succession. Le piège était parfaitement agencé, chaque détail pensé pour maximiser l'impact dramatique et moral de la révélation. Le théâtre de la justice était prêt, il ne manquait plus que les acteurs principaux. La veille de la confrontation, Cécile décida d'offrir à son arrogance un dernier tour de piste. Elle fit appeler Clara dans le grand salon, où elle se tenait près de la cheminée, telle une reine sur le point de bannir un sujet indésirable. Elle tendit à Clara une enveloppe fine et blanche. « Voici, Clara, dit-elle d'un ton qui se voulait magnanime mais qui suintait le dédain, une petite gratification pour vos années parmi nous. C'est un geste de notre part. Demain, après notre rendez-vous chez le notaire, vous aurez 48 heures pour faire enlever vos affaires. Nous vous souhaitons une retraite paisible. » L'enveloppe contenait une somme dérisoire, l'équivalent de quelques mois de salaire minimum, une insulte finale déguisée en acte de générosité. Clara prit l'enveloppe, son visage une toile vierge d'émotion. Elle ne dit rien, ne protesta pas. Elle inclina simplement la tête dans un geste de respect ambigu et se retira en silence. Cécile sourit, satisfaite. Elle venait d'assister à la capitulation totale de sa servante. Elle ne pouvait pas savoir qu'elle venait de tenter de régler une dette de plusieurs millions d'euros, avec une poignée de billets, commettant ici l'erreur la plus coûteuse de sa vie. Le matin de la lecture du testament se leva sur un ciel parisien bas et gris. 2 voitures se dirigeaient vers le 8e arrondissement, transportant les protagonistes de ce drame vers son dénouement. Dans la première, une luxueuse berline conduite par un chauffeur, Cécile régnait en silence, ajustant les perles à son cou, son visage tendu par l'anticipation. À ses côtés, Richard consultait frénétiquement les cours de la bourse sur son smartphone, tandis que Luc regardait par la fenêtre, le cœur serré par une angoisse indéfinissable. Dans la seconde voiture, un simple taxi, l'atmosphère était tout autre. Clara, vêtue d'une robe sobre mais élégante, tenait fermement dans sa main le petit médaillon en argent que Robert lui avait offert. Sophie, assise à côté d'elle, portait un porte-document en cuir qui contenait le destin de la famille de Valois. En arrivant devant l'immeuble haussmannien qui abritait l'étude de Maître Fournier, les 2 véhicules se garèrent presque simultanément. Les 2 groupes sortirent, se retrouvant sur le même trottoir, séparés par quelques mètres et un abîme d'illusions. Le moment de la vérité était arrivé, et la salle de réunion lambrissée de l'avocat allait se transformer en un tribunal, où une dette de 40 ans serait enfin présentée. Dans le silence feutré du cabinet de Maître Fournier, l'air était chargé d'une tension palpable, aussi lourde que les rideaux de velours qui isolaient la pièce des bruits de Paris. Cécile de Valois trônait en bout de table, son visage une sculpture de marbre froid, ses yeux brillant d'une avidité triomphante. À ses côtés, Richard et Luc se tenaient droit, leur costume coûteux semblait soudain trop étroit pour contenir leur impatience. Ils regardaient Clara, debout près de la porte, non pas comme une personne, mais comme un dernier obstacle domestique à écarter avant de jouir pleinement de leur héritage. Sophie, assise en face, était un îlot de calme dans cette mer de cupidité, son regard fixé sur l'avocat qui ajustait ses lunettes. Pour la famille de Valois, cette lecture n'était qu'une formalité, le couronnement de leur statut, la confirmation de leur droit divin à la richesse. Ils ignoraient que les murs lambrissaient de ce bureau respectable étaient sur le point de devenir le théâtre de leur chute, un tribunal où 40 ans d'arrogance allaient être jugés et condamnés par l'encre d'un homme mort et la loyauté d'une jeune femme vivante. Maître Fournier s'éclaircit la gorge et commença la lecture d'une voix monocorde qui semblait amplifier la solennité des lieux. Chaque mot était une note dans la symphonie de la victoire de Cécile. L'hôtel particulier du Faubourg Saint-Germain lui revenait en pleine propriété, un joyau qu'elle pourrait enfin remodeler à son image, sans le poids des souvenirs de son mari. Le portefeuille d'actions, diversifié et substantiel, était légué à Richard, qui réprima un sourire en calculant déjà mentalement les dividendes. Les vignobles prestigieux en Bourgogne, fierté de la famille, allaient à Luc, qui semblait un instant soulagé, comme si la possession de la terre pouvait le laver de sa culpabilité. Le testament était clair, simple, sans surprise, exactement comme Cécile l'avait orchestré. Elle jeta un regard furtif vers Clara, un regard qui disait « Le spectacle est terminé, tu peux disparaître ». Elle se sentait invincible.
maîtresse absolue d'un empire financier et d'un destin familial qu'elle pensait avoir définitivement scellé. Elle ne pouvait pas imaginer que le véritable acte de cette pièce n'avait pas encore commencé et que son rôle allait passer de reine à simple spectatrice de sa propre déchéance. Alors que Cécile commençait à rassembler ses affaires, un geste plein d'une autorité satisfaite, la voix de maître Fournier la cloua sur place. « Un instant, je vous prie, madame de Valois. » Le ton de l'avocat avait changé. Il n'était plus neutre, mais empreint d'une gravité nouvelle. La lecture du testament est terminée, en effet. Cependant, il reste un dernier document, déposé sous pli scellé par M. de Valois de son vivant, avec pour instruction de n'être ouvert et lu qu'à l'issue de la lecture testamentaire. Ce document, m'a-t-on informé, affecte directement la liquidation de la succession. Un silence de plomb s'abattit sur la pièce. Le visage de Cécile se figea, son sourire de triomphe se muant en la masque d'incompréhension et d'irritation. Richard fronça les sourcils, murmurant « Quel document ? Mon père m'avait tout dit ». Tous les regards convergèrent vers l'avocat, puis instinctivement vers la seule personne qui n'avait pas encore parlé, la seule qui semblait connaître la réponse, Sophie. La jeune fille se leva lentement, le calme de son visage contrastant violemment avec la panique qui commençait à poindre dans les yeux de sa grand-mère. D'un geste mesuré, Sophie s'avança et posa sur la table en acajou poli une épaisse enveloppe en papier craft, celle que son grand-père lui avait confiée des années auparavant. Le seau de cire rouge, intact, portait les armoiries de la famille de Valois. Maître Fournier prit enveloppe avec une précaution presque cérémonieuse. Il examina le seau, puis le papier, hochant la tête. C'est bien l'écriture de M. de Valois, et le sceau est authentique. Il brisa le cachet avec un coup papier, le son sec résonnant comme un coup de feu dans le silence. Il déplia le document, et ses yeux parcoururent les premières lignes. Son visage, d'habitude impassible, laissa transparaître une lueur de surprise. Il releva la tête et regarda la famille, son regard s'attardant une seconde de plus sur Cécile. Le document est intitulé « Reconnaissance de dette et donation en faveur de mademoiselle Clara Dubois ». Le nom de famille de Clara, que personne n'avait prononcé depuis des décennies, flotta dans l'air, étrange et puissant. Cécile laissa échapper un petit rire sec, un son strident et nerveux. Une dette ? Quelle absurdité! Cette femme n'a jamais rien eu à elle, Robert ne lui devait rien. L'avocat ignora l'interruption et commença à lire, sa voix claire et tranchante découpant chaque mot avec une précision juridique implacable. Je sous-signais, Robert de Valois, saint de corps et d'esprit, reconnaît par la présente avoir employé mademoiselle Clara Dubois en qualité de gouvernante, intendante et nettoyante, à temps plein, de manière continue depuis le 1er septembre 1983. Je reconnais n'avoir jamais formalisé son emploi par un contrat de travail, ni ne lui avoir versé de salaire pour ses services durant ces 40 ans. Un murmure d'incrédulité parcourut le camp des de Valois. Maître Fournier continua, sa voix se faisant plus forte. En conséquence, je reconnais envers mademoiselle Dubois une dette salariale que j'ordonne à ma succession de régler en priorité sur tous les autres legs. Cette dette sera calculée sur la base du salaire d'une gouvernante de première catégorie, majorée des heures supplémentaires, des congés non pris et revalorisée annuellement selon l'indice du coût de la vie, avec application d'intercomposé auto-légal pour chaque année de service. Le silence était total. Richard, pâle, sortit son téléphone, ses doigts dabant frénétiquement sur la calculatrice, son visage se décomposant à mesure que les chiffres s'affichaient. Puis, la sentence tomba. Maître Fournier leva les yeux du document et annonça le montant total calculé par l'étude notariale qui avait authentifié l'acte. La somme était si colossale qu'elle semblait irréelle. Un chiffre à 9 zéros qui représentait non seulement une part substantielle de l'héritage, mais aussi une condamnation morale de leur mode de vie. Cécile resta bouche bée, sa main gantée de cuir crispée sur son sac à main, son visage passant du blanc cireux au rouge de la fureur. « C'est impossible, c'est un vol !» hurla-t-elle, perdant toute sa contenance. Richard bondit de sa chaise. « C'est une escroquerie, cette vieille folle a dû abuser de la faiblesse de mon père. Nous allons contester, nous allons tout annuler. » Luc, lui, était livide, affalé sur son siège, le regard fixé sur Clara comme s'il la voyait pour la première fois. Il ne voyait pas une voleuse, mais la personnification de leur dette collective, une dette non seulement financière, mais humaine, qui venait de leur être présentée de la manière la plus brutale qui soit. Le pouvoir, l'argent, la certitude, tout venait de basculer de l'autre côté de la table en moins de 5 minutes. Mais Robert de Valois n'avait pas terminé. Maître Fournier se racla la gorge et annonça « Le document est accompagné d'une lettre personnelle que M. de Valois a demandé de lire à voix haute. » Il se tourna vers Cécile et sa voix se chargea d'une solennité accusatrice. « À ma famille, et plus particulièrement à ma femme, Cécile, si cette lettre est lue, c'est que ma plus grande peur s'est réalisée, que votre arrogance ait éclipsé votre humanité. J'ai été lâche de mon vivant, n'osant pas vous imposer le respect que Clara méritait. J'ai laissé votre mépris la blesser, jour après jour. Cette dette n'est pas un cadeau, c'est une justice. C'est le prix de 40 ans de loyauté que vous avez traité comme de la servitude. Clara était le cœur de cette maison, la seule à avoir vraiment compris ce que le mot famille signifiait. J'ai confié cette mission à Sophie, car elle seule a hérité de cette compréhension. Apprenez, si vous le pouvez encore, que la vraie richesse ne se trouve pas dans les coffres d'une banque, mais dans la dignité d'une vie, une dignité que vous avez tenté de voler et que je lui restitue aujourd'hui. » Chaque mot était un coup de poignard, non seulement à l'orgueil de Cécile, mais à son âme même. L'explosion de Cécile fut volcanique. « C'est un faux, un complot !» cria-t-elle, son visage déformé par la haine, désignant Clara d'un doigt tremblant. « C'est intrigant à manipuler ma petite fille contre nous !» Mais sa fureur se heurta au mur de la loi.
Maître Fournier posa le document sur la table avec une finalité sans appel. « Madame, ce document est un acte notarié, authentifié par 2 témoins et un confrère. Il est juridiquement inattaquable et prime sur toute disposition testamentaire. La loi est formelle, les dettes du défunt doivent être réglées avant le partage des biens. La succession est donc à cet instant débitrice envers mademoiselle Clara Dubois. En tant qu'exécuteur testamentaire, je dois vous informer que les actifs de la succession sont gelés jusqu'au paiement intégral de cette créance. Il faudra vendre des actions, des propriétés, peut-être même. » Il marqua une pause, laissant le poids de ses mots s'installer. Cet hôtel particulier. L'arme de Cécile, sa maison, son statut, venaient de se retourner contre elle. Elle était devenue une simple locataire dans la maison de sa créancière. Tous les regards se tournèrent enfin vers Clara. Elle n'était plus une ombre près de la porte. Elle se tenait droite. Sa silhouette modeste semblait soudain emplir tout l'espace. Son visage était calme, mais ses yeux brillaient d'une force tranquille, une dignité reconquise qui n'avait nul besoin de triomphe bruyant. Elle ne regardait pas l'argent, elle regardait Cécile. Dans son regard, il n'y avait pas de haine, pas de vengeance, mais quelque chose de bien plus dévastateur, une pitié infinie. Elle voyait une femme vieille et seule, brisée par sa propre cupidité. Sophie s'approcha et se plaça aux côtés de Clara, posant une main protectrice sur son épaule, un geste qui scellait la nouvelle alliance, le nouveau centre de pouvoir de la famille. Les 2 Valois étaient vaincus, non par la ruse, mais par la vérité. Ils avaient sous-estimé la seule monnaie qui ne perd jamais sa valeur, celle que Robert de Valois avait chérie par-dessus tout, la loyauté. Et la facture, après 40 ans d'attente, venait enfin d'être payée, avec les intérêts de la justice poétique. Le silence du cabinet fut pulvérisé, non par un cri, mais par le son étouffé d'un sac à main en crocodile heurtant le sol. Cécile de Valois, le visage décomposé par une fureur impuissante, s'était affaissée sur sa chaise, ses yeux injectés de sang fixés sur Clara, comme si elle était une apparition démoniaque. Richard, quant à lui, était devenu une tornade de déni, brandissant son téléphone, hurlant qu'il allait appeler ses propres avocats, qu'il prouverait la sénilité de son père, l'escroquerie de la nounou. Sa rage était celle d'un enfant gâté à qui l'on venait de confisquer son jouet le plus cher. Luc, écrasé par la honte, avait le visage entre les mains, incapable de soutenir le regard de quiconque. Au milieu de ce chaos, restait d'un calme olympien. Elle ne souriait pas, ne jubilait pas. Elle observait simplement la désintégration de la famille qu'elle avait servie, non avec satisfaction, mais avec la lucidité d'un témoin de l'histoire. Sophie se tenait à ses côtés, sa main protectrice sur le bras de la vieille femme, formant un rempart infranchissable contre la haine qui émanait de l'autre côté de la table. Maître Fournier, imperturbable, rangeait les documents. « La loi est la loi, monsieur. La dette est prioritaire. Mes services s'arrêtent ici. » Le trajet de retour vers l'hôtel particulier fut un cortège funèbre silencieux. La luxueuse berline, autrefois symbole de leur statut, semblait soudain être un corbillard transportant les cadavres de leurs illusions. Une fois les portes massives franchies, l'atmosphère de la maison était glaciale, hostile. L'hôtel particulier n'était plus un palais, mais un mausolée de leur arrogance déchue. Chaque tableau, chaque lustre en cristal, chaque meuble ancien semblait désormais appartenir à quelqu'un d'autre. Cécile errait dans le grand salon, touchant les objets comme une étrangère, une reine déchue dans son propre royaume. Les portraits des ancêtres de Valois, qu'il avait toujours regardés avec une approbation silencieuse, semblaient maintenant la juger, leur visage peint la condamnant pour avoir souillé leur nom par une cupidité si vulgaire. Richard monta directement dans son bureau, claquant la porte, et on l'entendit passer des appels furieux, sa voix brisée par la panique. Pour la première fois, la maison qui avait été le théâtre de l'humiliation de Clara devenait la prison dorée de ces tortionnaires, ses murs se refermant sur eux comme un piège qu'ils avaient eux-mêmes construit et armé avec leur propre mépris. La façade de l'unité familiale se fissura avant même que la nuit ne tombe, se brisant en 1000 morceaux sous le poids de la ruine. Richard redescendit de son bureau, le visage blême. « C'est ta faute », lança-t-il à sa mère, le doigt accusateur. « C'est ton arrogance, ton mépris constant qui nous a coûté une fortune. Tu l'as poussée dans les bras de Sophie. Si tu l'avais traitée avec un minimum de décence, rien de tout cela ne serait arrivé. » Cécile, pour la première fois de sa vie, resta sans voix, foudroyée par la trahison de son fils préféré. Luc, sortant enfin de son mutisme, ajouta d'une voix basse mais ferme. « Il a raison, elle méritait mieux que ça. Grand-père le savait, et nous l'avons tous ignoré. » La rupture était totale. Les 2 fils, élevés dans le culte de l'argent, ne voyaient plus en leur mère une matriarche, mais la cause de leur déchéance. Cécile se retrouva seule, abandonnée au milieu du salon somptueux, entourée de richesses qui ne lui appartenaient plus. Une vieille femme dont le pouvoir s'était évaporé en une seule lecture. Son empire ne s'était pas effondré à cause d'un krach boursier, mais à cause d'une dette de cœur qu'elle avait refusé de payer. Pendant que la famille de Valois s'entredéchirait, Clara et Sophie quittèrent l'étude du mater avec une dignité sereine. Dans le taxi qui les éloignait du luxe toxique du 8e arrondissement, Clara resta silencieuse un long moment, regardant la ville défiler. Puis, d'une voix douce, elle fit sa première requête de femme libre et riche. « Sophie, ma chérie, dit-elle, pourrais-tu me déposer près du jardin des Tuileries? J'aimerais marcher un peu. » Ce n'était pas une demande de shopping sur la place Vendôme, ni de réservation dans un restaurant étoilé. C'était le simple désir de respirer l'air, de sentir le soleil sur son visage, de marcher sans but, sans devoir, sans être invisible. Sophie comprit. C'était le début de la guérison. Alors que Clara déambulait parmi les fleurs et les statues, Sophie, assise sur un banc, passait les appels nécessaires. Elle contacta la banque pour mettre en place le transfert des fonds, forma l'expert immobilier du mandat de vente pour l'hôtel particulier, et prit rendez-vous avec un conseiller pour gérer le patrimoine de Clara. La vengeance n'était pas leur moteur, la justice était leur œuvre, et elle se construisait avec méthode, loin des cris et de la haine. 6 mois plus tard, le soleil de Normandie inondait une charmante maison en pierre entourée d'un jardin luxuriant.
Clara, les mains protégées par des gants de jardinage, taillait ses rosiers avec une concentration paisible. Elle avait choisi cette vie, loin de l'opulence stérile de Paris, une vie simple mais riche de sens. La somme colossale qu'elle avait reçue n'avait pas changé qui elle était, elle lui avait simplement donné la liberté d'être enfin elle-même. Sophie venait la voir tous les week-ends, et elle passait des heures à parler, à rire, à cuisiner ensemble, comme une mère et une fille. De la famille de Valois, elle n'entendait que des échos lointains. L'hôtel particulier avait été vendu aux enchères pour éponger la dette. Richard, ruiné et brouillé avec sa mère, avait dû accepter un poste subalterne dans une autre entreprise. Cécile vivait désormais dans un appartement bourgeois, mais sans éclat, une ombre amère de la grande dame qu'elle avait été, visitée seulement par un Luc rongé par les remords. La chute n'avait pas seulement financière, elle avait été sociale, morale, totale. Ils avaient perdu bien plus que de l'argent, ils avaient perdu leur histoire. Un après-midi d'automne, assis sur son banc favori, Clara ouvrit le petit médaillon en argent que Robert lui avait offert. Elle regarda la minuscule photo de lui et des 2 garçons enfants. Cécile l'avait qualifié de « souvenir de servante ». Pour Clara, c'était désormais le symbole d'une promesse tenue, la preuve que la loyauté, même silencieuse et longtemps bafouée, était une force capable de renverser des empires. Elle n'éprouvait plus de douleur, seulement une profonde gratitude pour l'homme qui avait vu sa valeur et pour la jeune femme qui avait eu le courage de la défendre. Son regard se perdit dans les couleurs de son jardin, chaque fleur une note de musique dans la symphonie de sa nouvelle vie. Elle avait passé 40 ans à cultiver la famille d'une autre, à entretenir les racines d'un arbre ingrat. Elle consacrerait le reste de ses jours à cultiver son propre jardin, un lieu où la dignité et la reconnaissance pouvaient enfin fleurir en pleine lumière, loin des ombres du mépris. La justice n'avait pas seulement été rendue, elle avait été plantée, et elle s'épanouissait en paix.